C'est une journée spéciale, le 30 octobre, que l'on ait voté non, que l'on ait voté oui, que l'on prévoit voter non ou oui, si un jour l'occasion se représente. Euh, c- c'est une journée où on doit, je pense, réfléchir à toutes sortes de choses sur le plan de l'avenir, sur le plan du passé également. Peut-être que c'est un signal que dans le ciel, il y ait surtout des nuages. On va en parler avec Éric Bédard, historien, mais c'est pas avec l'historien que je veux parler ce soir, c'est avec l'ancien président du Conseil national des jeunes du Parti québécois. Bonsoir, Monsieur Bédard. Bonsoir. Il y a quelques années, vous aviez fait publier Année de ferveur, un Mhm. livre où vous vous confiez, où vous racontiez comment vous aviez vécu ça de l'intérieur. Vous l'avez fait rééditer, ce livre-là, avec quelques modifications, évidemment, qui ont été apportées. J'aimerais ça qu'on revive, si la mémoire ne vous fait pas défaut, ce serait quand même un défaut de formation chez un historien, cette journée du 30 octobre. De quoi vous vous rappelez du matin jusqu'au soir de ce 30 octobre 1995? Moi, je me souviens que j'étais très fatigué. J'avais un torticolis. Je pense que c'était le stress accumulé des dernières semaines. Mais vous savez, le 30 octobre, le travail était fait. C'est un peu, bon, là, on attend les résultats. Porte à porte, débat. J'avais parcouru le Québec avec moi et avec mon équipe. Alors là, on est dans l'attente. Donc le matin, je m'étais rendu voter. Je vivais dans ce temps-là à Outremont, en colocation avec deux autres personnes. Et puis je m'étais rendu voter. J'avais passé l'après-midi avec ma copine et le soir, j'avais eu une discussion, je pense, à CISM, la radio de l'Université de Montréal. Et je m'étais rendu en taxi au Palais des Congrès où là, ben, j'allais assister au dévoilement avec ma famille. Euh, Donc, c'est à peu près ça ma journée. Comme je le raconte dans mon livre, ouais. quand je suis allé voter le matin, il y avait pas mal de monde. Déjà c'était impressionnant. Là, ça donnait déjà le ton. Comme je le dis dans mon livre, au moment, c'était très émouvant. J'avais entendu parler du référendum de 80. Évidemment, j'avais 10 ans, donc je m'en souvenais vaguement. Mais quand je suis arrivé pour voter, je me suis dit, c'est ça, moi, c'est mes ancêtres qui me sont venus à l'esprit. Ça doit être ma déformation ou l'histoire. Mais j'ai pensé beaucoup aux ancêtres, j'ai pensé beaucoup à toutes ces générations et je me suis dit, bon, on veut pérenniser tout ça par un oui. Ben, Monsieur Bédard, on sait pas, on n'a même pas préparé l'entrevue ensemble, puis je pense on a été vraiment frappé par le même passage, vous dans votre vie et moi dans votre livre, parce que c'est à ce sujet-là, vous écrivez en me penchant sur mon bulletin de vote le soir, bon, donc le jour du 30 octobre 95, je constate que ce n'est pas l'avenir qui occupe mon esprit, mais le passé. Donc déjà, vous aviez à l'époque l'impression que c'était presque une revanche des ancêtres que d'aller de l'avant avec ce Est-ce que, projet-là. je ne sais pas si c'était une revanche, je dirais plutôt un coup de chapeau, l'idée que, euh, comment je dirais ça, moi, je pense, là, je suis en plein, je suis plongé dans la Nouvelle-France. En plus, je l'étais pas à ce moment-là, mais l'idée de tous ces pionniers, tous ces gens qui ont défriché ce pays, qui ont affronté les éléments, qui ont affronté l'hostilité, évidemment, bon, on le sait, dans les années 1650 des Iroquois, mais après ça, des Anglais, etc. Non, c'était très émouvant pour moi de me dire que, ben, moi, je suis la 12e de la lignée de mes ancêtres et que ben, je pensais à tout ce, parce que je connais bien à cause de mon grand-père ma généalogie. Donc je pensais à mon ancêtre Louis qui entendait les bombardements de Québec en 1759. Je pensais à mon ancêtre Isaac, le premier Bédard en 1660. Je pensais à un aïeul qui s'appelle Jacques Bédard qui est allé vivre dans Portneuf, etc., etc. Je pensais à tous ces gens-là et je me disais, ben, moi j'ai travaillé aussi pour vous. Donc, mais ça, vous savez, l'idée souverainiste, c'est une coalition. Alors, il y a toutes sortes de monde qui ont toutes sortes de passions, il y en a qui voient le Québec à venir, à naître comme une sorte de laboratoire progressiste, qui serait plus féministe, plus démocratique, plus écologiste. Moi, j'étais habité par ça et je pense qu'il faut justement travailler ensemble. On a toutes sortes de sensibilités à l'intérieur de cette grande coalition souverainiste. Mais moi, c'était la mienne, oui. Et je me souviens que l'emblème qui était supposé représenter les jeunes, hein, pour le oui, c'était le Peace and Love. Et moi, non, c'était pas trop ma tasse de thé. Peace and Love, je me reconnaissais pas là-dedans. On m'avait pas consulté.
Mais bon, c'était Je ça. pense que vous aviez déjà lu les mémoires de Lionel Groulx à cet âge-là, donc peace and j'avais love. lu les mémoires de Lionel Gros et de Charles de Gaulle. Ouais, bon, d'accord. Hey, il y a quelque chose qui, et c'est dans le livre Année de ferveur, là, qui est disponible en librairie, qui, moi, m'a vraiment fait presque de la peine, en fait, parce que vous racontez que vous prenez des bières avec des amis, des soupers, hein, vous parlez des colocs, on se rencontre, on se parle. Il y a une ferveur, c'est des années de Ah oui, ferveur. Et moi, je, ah oui. je- je pense à nos jeunes aujourd'hui, avec les écrans, l'anxiété. Et je me Hmm. dis, bouh, est-ce qu'on a une jeunesse qui peut vivre ça, qui peut rendre possible ça? Ben, écoutez, c'est une bonne question, mais en même temps, on voit les sondages, ça semble remonter. Mais ceci dit, je vous mets en garde parce que je le dis aussi dans mon livre. Moi, quand deviens président des jeunes du PQ en 94, il y a un paquet de chroniqueurs qui nous disent que les jeunes, ça les intéresse plus, la souveraineté. Non, mais vraiment, à l'époque, là, Ouais. hein, on a l'impression que tous les jeunes étaient souverainistes. Non, il y avait un paquet de chroniqueurs à l'époque qui disaient ça les intéresse plus. Ils sont dans la mondialisation, dans l'écologie, ils sont dans le monde. Bon, et là, il a fallu que, dans le fond, Jacques Parizeau dise non, 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 on va tenir un référendum, qu'on se mobilise, qu'on se coalise, pour voir que moi, quand je faisais les tours des cégeps et des universités, je voyais que j'avais le vent dans le dos, là. Je voyais qu'il y avait un intérêt, il y avait un engouement pour cette idée-là. Donc, moi, j'ai l'impression que comme on n'a pas posé la question, cette question-là ne s'est pas posée dans les dernières décennies, mais là, puisqu'on la pose, une génération plus tard, je suis pas surpris, moi, de voir une forme de résurgence. Peut-être que justement parce que c'est du collectif, parce que c'est du nous, parce que ça donne un sens aussi. Ça donne une vision plus élevée de la politique. La politique, c'est pas juste de l'administration. La politique, c'est dégager des horizons plus Ben, vastes. d'ailleurs, la politique, c'est presque romanesque. Parfois, il y a une figure romanesque dans votre livre qu'on connaît très bien ici au Québec, évidemment, parce qu'on se rappelle du 30 octobre 95, c'est celle de Lucien Bouchard. On lit votre Oui. livre, puis on se dit, waouh, au même titre qu'on se demande si les jeunes pourraient encore retrouver ce type de ferveur-là, ben, on se demande, on est obligé de le faire, si le Québec est encore capable de construire, d'accoucher d'un homme pareil en 2025. Oui, mais en même temps, Lucien Bouchard, là, c'est comme un ovni. C'est-à-dire Il que émerge. quelques années d'avant, il n'était pas très connu. Hein. Par exemple, il avait été nommé ambassadeur du Canada par son ami Brian Mulroney, qui était premier ministre du Canada, conservateur. Il est nommé ambassadeur du Canada, il devient un petit peu plus connu. Et après ça, il le recrute pour qu'il soit ministre. Donc, il devient une figure assez connue autour de 88-89. Donc, vous voyez, c'est pas long. Alors, moi, je dis souvent, les événements créent les grands personnages. Alors, on ne sait pas. Si, mais imaginons que PSPP et le PQ prennent le pouvoir, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a des personnages qu'on ne connaît pas en ce moment qui vont se révéler. Hein, parce que les grandes causes attirent les personnages qui ont de l'envergure. Et ça a été le cas de Lucien Bouchard. Quelques années avant, personne ne le connaissait. Et en quelques années, il est devenu évidemment un personnage très charismatique, très aimé, qui parlait avec une tonalité là, qui venait du cœur. Il avait une crédibilité qu'avait peut-être moins M. Parizeau, parce qu'il avait une crédibilité en ce sens où, pour s'adresser aux gens plus mous, plus hésitants, parce qu'il disait, regardez, moi j'ai essayé le beau risque, j'ai essayé l'accord du lac Meach, ça n'a pas fonctionné. Et il n'était pas le professeur qui était Jacques Parizeau. Hein, il était plus emporté, plus romantique peut-être dans son approche. Il disait d'ailleurs qu'il écoutait les discours de Winston Churchill dans son auto. Il m'avait raconté ça quand je l'avais interviewé sur son rapport à l'histoire. Hein. Il Chacun son s'intéresse hobby, hein? Ouais, ouais, c'est ça, mais c'est parce qu'il voulait comme un peu voir comment, vous savez, un discours, c'est une musique, hein, c'est un rythme, et ça, voilà. Mais non, vraiment, c'est vrai que c'était spectaculaire. Mais là aussi, Lucien Bouchard, ce qui est très spectaculaire, c'est qu'il a été atteint d'une maladie épouvantable à la fin des années 94. Années 94, on pensait qu'il allait mourir. Alors, évidemment, ça a ému énormément les Québécois parce qu'il y avait deux jeunes enfants. Il était très populaire. Alors, c'est sûr que ça a contribué à son aura. Rapidement, le temps nous bouscule. Monsieur Bédard, je lisais ce matin Jean Chrétien qui disait, moi, le référendum, s'il avait passé, là, j'avais des options en cas de courte victoire du oui. J'aurais organisé un autre référendum, puis on aurait battu les souverainistes. Vous avez vécu cette histoire-là de l'intérieur. Est-ce que vous aviez l'impression que les souverainistes étaient prêts à gouverner au lendemain et à faire face à un camp fédéral qui n'aurait pas accepté le résultat?
Je pense que oui, je pense que M. Parizeau avait très, très, très bien préparé, lui et son équipe, le oui. Je pense que ça. Par contre, il avait peut-être pas préparé un non très, très serré. Mhm. Mais le oui, oui, ça, il était bien préparé. Le problème avec ce que dit Jean Chrétien, de ce que j'en ai perçu, faudrait que j'aille voir le détail, c'est que dans son dernier discours, quelques jours avant le référendum, il dit aux Québécois, si vous votez oui, c'est fini. C'est fini le Canada. Il le disait, là. Alors là, il est en train de nous dire que ce qu'il disait 2 jours avant, c'était un mensonge. Donc, ça ressemble un peu à Pierre-Éliott Trudeau qui a dit aux Québécois en 1980, votez non, vous allez voir, il va y avoir des changements. Oui, mais des changements qui vont peut-être pas dans votre sens. Donc, là, ça commence à faire pas mal de mensonges, là. Merci J'espère que beaucoup. les Québécois vont s'en souvenir. Ben, je pense qu'ils ont. En tout cas, ça prend des historiens pour leur rappeler leur histoire. Le livre s'appelle Année de ferveur, c'est disponible en librairie. Merci beaucoup, M. Bédard, d'être venu nous raconter cette histoire-là, mais pas juste la raconter, de venu nous la rappeler. Après la pause, on parle avec Sophie Mongeon du projet de loi 3 qui a été déposé à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est la loi pour réformer les syndicats. On parle également avec Max Truman et Nicolas Cloutier de Hockey. Vous allez voir, ça va brasser. Merci d'écouter le 99.5 Montréal.